Vous suivez RTI 1, je vous en remercie. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, les titres. La 67e session de l'Assemblée mondiale de la santé. Les travaux se déroulent à Genève, en Suisse. Au menu, plusieurs questions de santé publique, notamment la mise en place du bureau et des commissions principales. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la diversité biologique autour du thème de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité. En Côte d'Ivoire, les populations fortement sensibilisées à la protection de l'environnement. Enfin, au Soudan, un cessez-le-feu d'une semaine signé sur papier pour la première fois. Tout de suite, Korogo, dans la région nord du pays. Comment avancent les travaux de construction du stade Amadou Gon Coulibaly? Cette infrastructure sportive, on le sait, va accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2024. Des sénateurs ont visité récemment le chantier ainsi que celui de l'hôtel de la Cannes. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Il est sorti de terre. Il est imposant au cœur de la savane nordiste. Il est dédié à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il a été baptisé du nom d'un illustre fils que Korogo a donné à la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. Ce stade va abriter des matchs de la CAN qui démarrent dès janvier 2024. Il a été construit avec l'argent public pour le bonheur des populations. Comment évoluent les travaux? Les délais seront-ils tenus? Le Sénat veut en savoir davantage. Visite guidée, questions, entreprise en charge des travaux, Bénet, Office national des sports. Les réponses sont fournies. À la vue de la pelouse, les sénateurs retrouvent une seconde jeunesse, des anciens réflexes. L'ambiance est bon enfant. C'est aussi le symbole de la satisfaction du travail bien fait à l'issue de la visite. J'avoue que je suis fier d'être ivoirien. Fier d'être ivoirien parce que la Côte d'Ivoire avance et partout, dans toutes les contrées, le développement y est. Et le stade de Korogo répond bien aux normes. Le stade de Korogo est un bijou pour les Korogolais. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui construit quelque chose dédié au sport, donc à la santé et à l'épanouissement de nos jeunes. Il faut féliciter cela. Le Sénat entend prendre toute sa place dans l'organisation et la réussite de la CAN. Après cette visite de ce stade, ce magnifique stade dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous allons visiter aussi les autres infrastructures de la CAN pour voir l'effectivité des travaux et l'avancée réelle de tout ce qui est fait. Et après ça, nous allons inviter les ministres concernés par l'organisation de la CAN pour venir expliquer au Sénat leur avancée, ce qu'il y a et ce qu'on peut apporter. Une visite à la cité Cannes et à l'hôtel construit pour l'occasion a mis fin à la journée de travail qui est également la dernière étape de la phase 2 des visites d'infrastructures d'État par le Sénat. Dans l'actualité également, les travaux de la 67e session de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse. Au menu, plusieurs questions de santé publique, notamment la mise en place du bureau et des commissions principales. Le point dans nos prochaines éditions avec Walter Amadou Ouattara. Une délégation du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix reçue il y a quelques jours par le président Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Mission menée par le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné-Kafana. C'est une visite pour renforcer les liens entre le RHDP et le Congrès national africain, l'ANC. Les précisions de Issa Yeo. Raffermir les liens de fraternité et de collaboration entre le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et l'ANC, Congrès national africain. C'est ce qui justifie la mission du président du directoire du RHDP, accompagné d'une forte délégation en Afrique du Sud. Une présence en terre sud-africaine
qui a permis à Gilbert Kafana Koné d'être reçu en audience par le président de la République, Cyril Ramaphosa, à l'aéroport de Cape Town. Porteur d'un message du président du RHTP à son homologue de l'ANC, Gilbert Kafana Koné a traduit sa gratitude au président de la République, Cyril Ramaphosa, pour la sollicitude à l'égard de la délégation de son parti en Afrique du Sud. J'ai été reçu par le président sud-africain, président de l'ANC, le président Cyril Ramaphosa. La rencontre s'est bien déroulée. Je lui ai transmis un message de son frère, le président Alassane Ouattara, qu'il a beaucoup apprécié. Toutes les rencontres que nous avons eues, il est prêt donc à apporter sa caution donc, pour un bon dénouement de tout ce que nous avons envisagé comme sujet de coopération. Il était donc très heureux donc, de cette initiative prise par son frère, le président Alassane Ouattara. À la demande du président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État Cyril Ramaphosa a autorisé l'envoi d'une délégation de haut niveau de l'ANC à Abidjan en octobre 2023 pour engager un programme de formation des cadres et des militants du RHTP. En Côte d'Ivoire, le document relatif au programme jeunesse du gouvernement remis récemment par le ministre de la Promotion de la Jeunesse aux différentes organisations de jeunesse de la société civile. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau. Le ministre Mamadou Touré a saisi l'occasion pour présenter et expliquer les actions majeures pour l'année 2023. Le point dans ce reportage de Michel Mambo Sogodogo. Plus de 361 milliards de francs CFA, dont 99 destinés aux constructions, réhabilitations et équipements d'infrastructures dédiés à la jeunesse. C'est le budget alloué au programme jeunesse du gouvernement PGGouv 2023, budget contenu dans ce document de 54 pages remis aux organisations de jeunes. La responsabilité du chef de l'État et du gouvernement, c'était donc d'adresser les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés à travers la mobilisation d'opportunités et la mobilisation donc de ressources. Aujourd'hui, on n'est pas que dans la spéculation, on a un document, on a un programme. Et par axe, on sait exactement ce qu'on veut faire. Le gouvernement communique. Mais pour être impacté, il y a deux choses qu'il faut faire. Aller à l'information et ensuite vulgariser l'information. Dans le cadre du PGGouv, ce sont 21 ministères qui seront à la tâche pour l'insertion professionnelle et l'épanouissement de la jeunesse. Nous allons mettre en place un comité pour suivre tous ces engagements qui ont été pris par le gouvernement. Et je me réjouis de la dynamique qui a été impulsée par le ministre Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, qui consistera à échanger avec les organisations de jeunesse chaque 3 mois pour faire le point et également pour faire l'état d'avancement des différents engagements pris pour l'année de la jeunesse 2023. Cette remise officielle du document PGGouv intervient après l'adoption par les députés membres de la Commission Affaires sociales et culturelles du projet de loi d'orientation relative à la jeunesse. La journée internationale de la diversité biologique célébrée aujourd'hui, lundi 22 mai 2023, autour du thème de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement et du Développement durable sensibilise les populations à la protection de l'environnement. Laetitia Kwasi et Didier Nguessan. Protéger l'environnement, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité. Pour veiller à l'implication de tous les citoyens, le gouvernement intensifie la sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité biologique, célébrée le 22 mai de chaque année. La richesse et la diversité des écosystèmes génèrent des flux de biens et de services qui sont essentiels pour satisfaire les besoins de la population mondiale en nourriture, en eau, en énergie et en matière de santé. Pourtant, l'homme est en train de détruire la diversité biologique de notre planète, principalement dans la destruction des habitats, la surexploitation, la pollution,
et l'introduction néfaste des plantes et d'animaux étrangers. Le ministre Jean-Luc Assy invite les populations à être des éco-citoyens. Le monde a fait un grand pas en avant pour inverser la perte de la biodiversité. Il faut maintenant que les objectifs convenus soient atteints. Notre pays se doit donc de jouer sa partition. Nous pouvons réussir le pari d'inverser la tendance à l'érosion de la biodiversité. Chacun et chacune, à quelque niveau qu'il soit, est invité individuellement ou collectivement à poser des actions en faveur de la préservation de la biodiversité dans nos habitudes quotidiennes. De l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité, un terme qui invite les États à élaborer des plans d'action nationaux attendus d'ici la COP16 de la biodiversité qui se tiendra en Turquie en 2024. Ce projet va permettre aux populations de la région nord de la Côte d'Ivoire de s'autosuffire en poissons. Il s'agit du projet d'aquaculture hors sol, initié dans le département de Kong par le docteur Moussa Cissé. Projet financé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, à hauteur de 25 millions de francs CFA. Le point, Frédéric Oulaye et Eugène Atoubé. Sur cet espace aménagé dans le village de Diamanasso, à 4 km de la ville de Kong, 10 bassins piscicoles d'une capacité de 32 mètres cubes et alimentés par une pompe solaire sont en construction. Ici seront produits des poissons, spécialement des tilapias, pour l'accroissement de la production halieutique dans la région nord. L'initiative est portée par le projet d'aquaculture hors sol à pompage solaire, une opportunité pour les populations. Quand je vois la quantité de produits halieutiques qui arrivent d'Abidjan congelés et qu'à partir de ces étangs, nous allons avoir du poisson frais. Là, c'est déjà quelque chose. Tout ça, c'est possible parce qu'on a réussi à capter l'eau par l'énergie solaire. Nous avons une pompe solaire qui est derrière nous, juste derrière nous. Et avec les panneaux solaires, il y a la pompe qui marche, qui envoie l'eau dans cette citerne qui alimente les bassins. Et c'est comme ça que nous faisons l'aquaculture. Le projet aquacole de Kong, en phase d'expérimentation, va générer des emplois directs et indirects dans le département de Kong et dans toute la région du Tchologo. Financé par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation à hauteur de 25 millions de francs CFA, ce projet va durer 15 mois. Nous voulons donc, à travers la science et la technologie, aider nos populations à produire pour elles-mêmes et par elles-mêmes donc du poisson frais de consommation. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation invite les universités à plus d'engagement dans la recherche, mais aussi à promouvoir les secteurs innovants en vue de répondre aux besoins et attentes des populations. Toujours en Côte d'Ivoire, cette campagne visant à expliquer la politique d'urbanisation adoptée par le gouvernement. Des équipes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme rencontrent et sensibilisent actuellement les populations à l'importance du cadre de vie. Les détails, Lanciné Bakayoko. Ces échanges avec les habitants d'Anyama ont été fortement salués par les usagers, la commune et sa périphérie étant devenues l'un des pôles d'expansion du Grand Abidjan. Les nombreuses infrastructures sportives et économiques réalisées ou en cours de réalisation à Anyama, notamment le stade olympique et le complexe olympique, qui vont abriter la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'abattoir international, le centre professionnel des BIMP, le marché de gros des BIMP et la ligne 1 du métro, commandent également une attention particulière sur l'organisation urbaine de la localité. Plusieurs stands ont été mis à la disposition des usagers qui voulaient avoir des réponses à toutes les problématiques liées à l'habitat, notamment le parcours d'acquisition des actes. Il s'agit des schémas directeurs, des plans directeurs, des régularisations, des lotissements, les acteurs principaux du lotissement, l'ACD global, l'ACD, la digitalisation du foncier urbain, j'ai nommé le SIGFU. Les usagers ont évoqué les lourdeurs administratives. Selon les techniciens, la numérisation de toutes les procédures viendra mettre fin à toutes les lenteurs constatées.
Autre sensibilisation des populations, cette campagne contre l'incivisme routier à Bengourou, dans la région est du pays. Les messages sont diffusés par la Jeune Chambre internationale, association à but non lucratif. Plus de détails dans ce reportage de Herman Niamia. La Jeune Chambre internationale à Bengourou a décidé de prendre fait et cause pour la lutte contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes. En initiant cette conférence publique de sensibilisation, elle entend engager les jeunes à prendre leurs responsabilités face à ce fléau qui prend de l'ampleur. En Côte d'Ivoire, les statistiques du ministère des Transports indiquent que 94% des accidents de circulation sont dus à l'homme et 6% au mauvais état des véhicules et du réseau routier. Nous sommes actuellement au Conseil national de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Pour ce faire, la Jeune Chambre internationale ne voulait pas rester en marge de cette semaine de la sécurité routière. Donc c'est pour cela qu'on a initié cette formation pour la jeunesse d'Abengourou. Le président national de la Jeune Chambre internationale a ajouté que loin d'être un effet de mode, cette campagne de la Jeune Chambre internationale se veut une action civique et citoyenne qui répond au credo de cette organisation, à savoir servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. La conférence publique sur la sécurité routière, qui a enregistré la présence du préfet des régions de l'Indéné-Guablé, Pandron Joseph, s'inscrit dans le cadre du Conseil national 2023 de la Jeune Chambre internationale à Bengourou. Elle est organisée en collaboration avec la Direction régionale des transports et l'OSER autour du thème « Quelle contribution de la jeunesse ivoirienne dans la lutte contre l'incivisme routier ?» Chers parents, nous comptons sur vous. Nos vies résident en vos mains, car il est opportun que les différents transporteurs et chauffeurs puissent être formés sur la question du civisme routier. Les 2 jours d'activité de la Jeune Chambre internationale à Abengourou ont également été meublés par une visite au Palais Royal de l'Indénié et un dîner gala couronné par la remise des diplômes à plusieurs autorités et à certains membres de la Jeune Chambre internationale. Au chapitre culture, cette exposition des œuvres de 2 artistes plasticiens dans la commune de Cocody. Il s'agit de Fanny Irina et de Marie-Claire Messouna. Leur production porte sur plusieurs thèmes, notamment la femme et les relations humaines. Les explications de Pacôme Didi et Godefroy Okambawa. Fanny Irina et Marie-Claire Messouna ont pour passion commune la peinture et l'art sculptural, la broderie, la céramique, le dessin, autant de disciplines qui inspirent Marie-Claire Messouna. Elle met en relief les rapports entre les êtres humains. Mon travail essaie de, parler de la relation que l'on entretient, nous les êtres humains entre nous, mais aussi la relation qu'on entretient avec notre environnement, la nature, la faune, la flore, et poser la question de la cohabitation. Chimère, c'est autour de ce thème qu'expose la jeune Fanny Irina. Les cartes, les coquilles sont entre autres matières utilisées par l'artiste. La particularité, c'est la place de l'intimité, la place de l'intériorité, des choses, des sensations invisibles que je fais réapparaître. Plusieurs professionnels et amateurs de cet art, dont David Mobio, représentant le directeur général de la RTI, sont séduits par ces œuvres. C'est vraiment des œuvres vraiment poignantes pour les femmes. Et moi, j'apprécie bien cette œuvre-là. Une dame avec un enfant à l'intérieur. On peut dire que c'est une femme qui donne la vie. Je crois que le message est assez évident sur, je pense, en tout cas je l'interprète comme tel, les violences faites aux femmes et notamment les violences sexuelles. Par ces expositions de ces 2 artistes féminins, la galerie Fakouri met en avant l'art sculptural à travers la femme et fait la promotion de jeunes talents. Toujours au chapitre culture, la célébration il y a quelques jours de la journée mondiale de la danse. En Côte d'Ivoire, des chorégraphes se sont produits au centre d'action culturelle de la commune d'Abobo. Pacôme Didi et Godefroy Okambawa. La danse, célébrée dans toute son universalité au centre d'action culturelle d'Abobo. Cela à l'occasion de la journée mondiale de la danse instituée par l'UNESCO.
Nous avons voulu, à notre niveau, marquer cette célébration de la journée internationale de la danse. Donner l'occasion, en ce moment-là, des compagnies, des artistes individuels de s'exprimer. Nous avons un pôle danse ici qui développe des activités en rapport avec la danse. Occasion pour plusieurs compagnies de danse de s'exprimer et de faire montre de leur savoir-faire. On se sent honoré. C'est une manière pour nous de savoir aussi que le métier que nous faisons est vu de tous et apprécié. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Ce qu'on veut, c'est d'être assuré que le Burita nous prend en charge. Des chorégraphes professionnels sont honorés, parmi lesquels Eman Kokoyao, enseignant à l'INSAC et directeur de compagnie. Des séances de formation, des partages d'expériences ont marqué cette journée consacrée à la danse. Le lycée Mami Fetteh de la commune de Bingéville, grand vainqueur de la toute première édition du concours interécole des excellents adolescents ou encore Excel Ado 2023. Concours autour du thème promouvoir l'excellence en éradiquant la sexualité et la toxicomanie en milieu scolaire et universitaire. Le point, Patricia Etia. Le lycée Mami Fetteh de Bingéville remporte la première édition du grand jeu concours des excellents adolescents 2023 et le prix d'Ambélé Fousseni, DG de la RTI. C'est un concours inter-école qui prend en compte les talents des jeunes filles du lycée Mami Fetteh. Ce concours, dont les sujets élaborés comme la drogue, la grossesse, le respect des parents, la mauvaise fréquentation en milieu scolaire, a été largement discuté et bien maîtrisé par les candidats à travers les rubriques comme la poésie, le théâtre et les ateliers. Le promoteur du concours, à travers ces sujets, exhorte les jeunes à la sensibilisation et au changement de comportement. L'objectif a été atteint parce que nous voulons véhiculer un message afin que les adolescents, tous les élèves de la 6e à la terminale puissent avoir des repères, des valeurs. L'âge de l'adolescence est un âge d'apprentissage. Et donc nous pensons que les jeunes doivent prôner l'excellence. Ils doivent viser l'excellence en étudiant, en travaillant à l'école. Le représentant du parrain a prodigué des conseils aux jeunes. Il n'y a que par le travail qu'on peut donc réussir et qui évite donc l'oisiveté. Et il faudrait que nos élèves, n'est-ce pas, évitent les raccourcis avec les mauvaises fréquentations. Mais surtout, il faut qu'ils soient, n'est-ce pas, des élèves disciplinés qui écoutent, n'est-ce pas, leur encadreur, leurs parents. Le président du jury explique les atouts des élèves de cet établissement qui ont fait la différence dans ce concours. Nous avons beaucoup tablé sur l'addiction et sur la connaissance générale des élèves. On a sélectionné le premier de la compétition qui s'est soldé par le lycée dans lequel nous avons organisé. Ce sont au total 5 établissements qui ont compéti pour cette première édition. Il s'agit du lycée Garçon de Bingerville, le lycée Mami Fetteh de Bingerville, le lycée privé Yapo d'Akoupé, le lycée moderne de Koumassi et le lycée moderne de l'autoroute. À Sounvoué, dans la région centre du pays, la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, exhorte les populations à cultiver la paix. Cette alliance internationale a donc organisé récemment une conférence publique. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Cours du foyer Nanan Lossi 3 d'Assounvoué, village de la sous-préfecture de Toumoudi. Des femmes animées de joie. Toumoudi célèbre avant l'heure la paix complice de la famille, le père et la mère. L'initiative est de Kwadio Catherine, épouse Sanogo, à travers la Fondation Clamant qu'elle a mis sur pied depuis plusieurs décennies. Je dis merci à toute la Côte d'Ivoire, surtout au papa, aux mamans du département de Toumoudi. Je voudrais que chacun de nous puisse faire les efforts, la paix, l'amour entre nous, la cohésion, par ce genre de gestes-là. Ça peut réunir tout le monde et nous pouvons soulever les montagnes. Cette double célébration est dédiée à la paix et met en scène le président pays de la Fédération pour la paix universelle, Akasae Lazare, président du conseil d'administration de la RTI, qui a animé une conférence avec pour thème Population, paix, cohésion sociale et communication. Les principes de paix sont applicables partout et sont capables de nous aider tous en tant qu'êtres humains à surmonter les barrières qui nous divisent et à embrasser la réconciliation
et la cohésion pour bâtir des communautés pacifiques et solidaires. Les représentants du président du Sénat, patron de la cérémonie, et les autorités locales s'associent pleinement à l'initiative. Aujourd'hui, nous sommes à un épisode de bonheur, de paix, de joie, de cohésion sociale. Jean Ousou Kadiou se tient là pour dire à ses parents que c'est de cette façon qu'il faut vivre. C'est de cette façon qu'il faut construire la Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter une bonne fête des pères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, une bonne fête des mères à la maman de tous les Ivoiriens, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, et bien entendu souhaiter une bonne fête des pères et des mères à tous les Ivoiriens. Cette cérémonie, parrainée par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a vu la remise de présents à de nombreux pères et à de nombreuses mères, et cela dans la joie. Religion, le pèlerinage militaire international à Lourdes dans le sud-ouest de la France. Ce grand rassemblement œuvre pour porter la miséricorde de Dieu dans le monde militaire. Plus de détails, Eugène Atoubé. Basilique Saint-Pie-X de Lourdes, à la messe internationale au 3e jour des activités du 63e pèlerinage militaire international. Les militaires de toutes les nations au sein desquels des invalides, des blessés ou des malades et des personnes civiles dans la communion du Saint-Esprit reçoivent des évêques et prêtres la nourriture qui apporte le salut. Le signe qu'ils ont fait le choix de Dieu dans la lumière duquel les militaires sont appelés à répandre son amour. Monseigneur de Romanet, l'amour auquel il nous invite, c'est cet amour divin, l'amour agapé, le don total de soi pour l'unité. Il faut qu'on soit toujours en point d'humilité dans notre comportement parce que nous sommes au service des autres. Il faut qu'on se mette toujours au service des plus petits. Seul l'amour peut nous conduire à l'humilité, le don de soi. Ils étaient 15 000 militaires selon la cellule chargée de la coordination du pèlerinage militaire, présents à Lourdes, désireux de promouvoir la réconciliation et la paix. Les uns avec leur joie, les autres avec leur souffrance, mais partageant la même espérance. Un acte de foi qui commence par la présence à la grotte avec prolongement sur le pas de Bernadette, Batresse, le moulin de Bouli, le cachot, c'est le lieu où vécut Bernadette avant sa rencontre avec la belle dame. Cette belle dame qu'est Marie, et c'est justement par elle que les militaires prient le Seigneur pour que les armées contribuent à bâtir un monde de paix, de fraternité et de justice basé sur l'amour. À travers la foi, l'amour, nous œuvrons non seulement à la cohésion au niveau des différentes forces, mais aussi à cette union parfaite entre l'homme militaire pour être en phase, bien sûr, avec notre mission première et donc permettre aussi à travers les consignes que Dieu nous donne de pouvoir servir mieux les hommes. Celui qui mange la communion, disons, fait corps avec le Christ et doit manifester les effets de la communion qui sont l'amour, la charité, la paix, la joie autour de soi. Personnes fragiles, malades et blessées des armées qui reçoivent soutien, réconfort et consolation des personnes valides. Illustration du Domine Christo Servire, traduisez toujours servi le Christ Seigneur. Le pèlerinage militaire international se révèle moment d'expression de l'amour et de la fraternité, avec vocation à être acteur de la paix entre les nations. Retour en Côte d'Ivoire, l'ancienne mosquée de la commune de Thiébissou dans la région centre du pays, désormais réhabilitée. Les clés de cet édifice religieux ont été remis récemment à la communauté musulmane lors d'une cérémonie. Charles Tatou de RTI Bouaké. Premier édifice religieux des fidèles musulmans de la commune de Thiébissou, la mosquée Nour n'accueillait plus un nombre considérable de fidèles pendant les moments de prière. Et cela depuis plus d'une décennie, du fait de l'état de dégradation très avancé dans lequel elle se trouvait. Plusieurs fidèles du quartier qui l'abritent étaient obligés d'aller dans les autres mosquées pour prier. La foi est en train de gagner le cœur dans la cité de Thiébissou. Donc nous sommes animés aujourd'hui de joie. Un changement a été opéré. Aujourd'hui, la mosquée Nour présente un visage reluisant
ayant connu des travaux de rénovation grâce à un opérateur économique, Sila Enza, fils et cadre de Thiébissou. C'est Dieu qui a permis que cette mosquée soit réhabilitée aujourd'hui. Et je voudrais dire merci encore à Dieu de m'avoir donné cette force. Je profite de cette occasion pour dire aux imams merci encore pour les prières qu'ils ont eu aussi à faire à l'endroit du président de la République. Et tout ce que nous faisons ici à Thiébissou, nous voulons que ça se passe dans la paix. La remise des clés de cet édifice religieux, un prétexte pour le comité de gestion de la dite mosquée de témoigner la reconnaissance des fidèles à Allah, Dieu le Tout-Puissant, pour avoir touché un de leurs fils et frères en vue de la réhabilitation complète de leur maison de prière. Nous sommes très contents au nom de tous les fidèles musulmans de cette mosquée. Alors nous le saluons du fond de cœur, nous disons merci beaucoup. La mosquée Nour existe depuis plus de 40 ans. En image, la situation au Soudan où un cessez-le-feu débute aujourd'hui à 19h45 temps universel. Il s'agit d'une trêve signée pour la première fois sur papier. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur les chaînes du groupe RTI.